Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Notre invitée d'aujourd'hui est l'une des gardiennes du temple d'un patrimoine national ancestral, le caftan marocain. Une styliste et une designer de renommée qui s'illustre depuis de nombreuses années dans le monde de la haute couture. Une créatrice de mode qui puise son inspiration dans les influences, les métissages et l'identité plurielle du Maroc, mais toujours avec une touche d'innovation et de modernité. À chacune de ses collections, elle n'a de cesse de revisiter le caftan, de le sublimer en veillant à ne jamais dénaturer son authenticité et son cachet particulier. Notre invitée est aussi une grande militante engagée en faveur de la préservation des savoir-faire de plus en plus menacés, des ma'allem, des artisans, brodeurs, tisserands, aqad, de toutes ces petites mains, ces orfèvres discrets qui travaillent dans la pénombre de leur modeste atelier ou petite échoppe pour mettre le caftan sous les feux des projecteurs sur les podiums de mode les plus prestigieux au monde. Grâce à elle et aux stylistes pétris de talent et de créativité de sa génération, le caftan marocain n'est plus cantonné aujourd'hui dans un cadre d'habits traditionnels puisqu'il est devenu un véritable vêtement de mode et de haute couture dont s'inspirent de grandes marques étrangères. Le Maroc a d'ailleurs déposé auprès de l'UNESCO une demande d'inscription du caftan marocain au patrimoine immatériel de l'humanité au titre de l'année 2025. Et c'est dans ce même esprit d'engagement pour la protection et la préservation de ce patrimoine que Mariam Boussikouk a lancé il y a un peu plus d'une année avec la styliste Samira Mheidi, une des premières associations nationales des créateurs marocains de mode pour structurer et protéger le métier. Et elle nous fait le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Mariam Boussikouk, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci pour cette invitation. Je suis très honorée. Tout le plaisir est pour moi, madame. Alors, votre histoire avec la mode et le stylisme et le caftan est particulière. Vous étiez prédestinée à embrasser ce métier, parce que moi je dis que vous êtes née avec une aiguille dans la main, ou presque. Oui, presque, parce que je suis issue d'un milieu où ma maman était déjà dans la couture. Donc, j'étais déjà initiée à coudre à la maison, à relever des patrons avec ma mère. J'ai fait d'ailleurs mon premier pyjama en montage sous sa coupole à l'âge de 12 ans. Donc, même si je faisais l'école et j'étais assez bonne élève, quoi, elle me disait toujours, tu sais, ma fille, ça va te servir un jour. C'est des choses qu'il faut apprendre. Donc voilà, et donc après ma formation d'université Hassan II, après avoir fait de la biologie, j'ai été faire une formation académique en gestion de la mode, donc qui m'a vraiment permis d'être sur le marché de manière professionnelle, de manière académique, de compléter un peu le don, le savoir, le petit savoir dans lequel j'ai baigné. C'est vrai que quand on est dans l'étoffe et dans la couture, on la connaît déjà. La formation académique, elle ne peut que nous donner un terrain beaucoup plus favorable, un terrain beaucoup plus, disons, plus strict pour pouvoir réaliser des vêtements, pour pouvoir réaliser nos créations, pour pouvoir... Donc, et ça m'a beaucoup aidée. C'était une formation générale, parce qu'il y avait le stylisme, le côté technique, le modélisme, la gestion de la mode, le marketing, l'histoire de l'art. Tout à fait. Donc, c'est un diplôme un petit peu complet à l'époque. J'ai fini l'école en 93. Donc, on a fait le stylisme, le modélisme, l'histoire de l'art, le marketing, le dessin d'observation, tout ce qui touchait à l'art et en même temps au côté économique aussi, parce que quand on sort en tant que styliste, il faut savoir gérer un petit peu son business. Donc, voilà, alors qu'au début, je n'étais pas du tout destinée à ça. Je suis partie dans la confection de vestes, de pantalons. Et j'ai été même essayer de travailler avec un gros d'une marque sportive. Prêt-à-porter sportive. Voilà, sportive. Et par contre, là, j'ai eu le conseil c'est quelqu'un qui m'a redirigé vers la haute couture, parce que la personne, pendant l'entrevue, quand elle a vu mon pressbook,
elle a vu que c'était très glamour, que c'était un peu dans la recherche. Elle m'a dit, vous savez, mademoiselle, allez-y plutôt dans votre univers, c'est plus la création. Et c'est ce qui m'a encouragée à aller vers. Et bien sûr, à l'époque, au Maroc, comme j'ai baigné dans le caftan aussi, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Mais c'est très important. Avant de parler de ça, on veut revoir une photo qui était là sur l'écran, très jolie photo. Vous êtes enfant, toute petite, 3 ans peut-être. Oui, c'est ça, 4 ans. 4 ans avec ma maman. Votre maman. Tout à fait. Votre maman, elle était dans la couture, oui. D'ailleurs, sa robe-là que vous voyez, c'est elle qui l'a faite. Donc, c'était les années 70. Et là, elle faisait ses vêtements elle-même. Qu'est-ce que vous a légué principalement votre maman? Qu'est-ce que les choses dont vous vous souvenez et puis qui vous ont accompagné? Parce qu'après, bien sûr, vous avez fait carrière, vous êtes l'une des pionnières de cette génération. Modestement. Oui, il y a une dizaine ou une vingtaine. Bon, au début, ils n'étaient pas nombreux, on comprenait pas. Tout à fait, il y a des pionnières bien avant. On a pu continuer. Voilà. Cette génération qui ont fait que le caftan a une renommée internationale, mais vous avez contribué à ça. Mais à l'époque, votre maman, c'était faire la couture, faire peut-être les caftans, mais chez elle. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous restent de cette époque? Tout à fait. Alors, les choses qui restent, c'est que pendant les vacances, elle nous incitait à apprendre à faire des ourlets, à coudre, à placer des boutons de chemise, parce que dans notre famille, c'est culturel. Il faudrait que les filles apprennent à coudre, à faire des choses pour elles-mêmes. Vous êtes la première styliste que je reçois dans cette émission, c'est une émission de culture et d'art. Et là, on commence ces dernières années à prendre conscience que la haute couture, que le caftan, que les stylistes marocains, c'est un véritable pouvoir et c'est un soft power pour le rayonnement du Maroc. Et on voit comment le caftan est porté par de grandes vedettes et à chaque fois, ça donne une grande visibilité. C'est un art à part entière et puis c'est un art où il y a plusieurs savoir-faire. Et donc, est-ce que vous pensez que le Maroc aujourd'hui a pris conscience? Est-ce que la haute couture marocaine et le caftan, qui est un vêtement sublime, majestueux, a la place qu'il mérite et l'intérêt qu'il mérite? Est-ce qu'on commence à prendre conscience de cela? Oui, tout à fait. On commence à prendre conscience, que ce soit les acteurs de la mode qui sont les designers, que ce soit les ministères qui s'occupent de l'artisanat. Et il y a une prise de conscience, surtout après cette histoire de caftan qui doit être déposée, la polémique autour du caftan spécialement, qui a été le sujet de l'UNESCO et du patrimoine culturel marocain, qu'on essaye aujourd'hui de défendre, alors que je trouve sincèrement qu'on a pris un peu de retard à ce niveau-là. Et que si on l'avait fait il y a une vingtaine d'années, on n'aurait pas été aujourd'hui en train de défendre quelque chose qui est à nous. Parce qu'on s'est tellement dit le caftan est marocain qu'on ne pensait pas que ça pouvait être acquis. Mais bon, au niveau de la loi internationale, il faut faire ce qu'il faut faire. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que le caftan est marocain et que le caftan spécialement, il est de Fès. Et Fès est une ville qui a 12 siècles d'existence et que l'histoire est là pour parler aujourd'hui la polémique autour des Ottomans et de le caftan et ceci et cela. Il y a une histoire qui est là, que le Maroc a toujours été indépendant de cette affaire-là, de le caftan ottoman ou autre. Le caftan a été porté depuis très 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 longtemps. Même on remonte à des tableaux orientalistes où on voit les caftans portés par nos ambassadeurs qui étaient là dans les anciennes dynasties marocaines. Justement parce que les caftans, c'était porté aussi par les hommes et ça continue à l'être. C'était la tcheta qui était pour la femme et le caftan, mais après il a été reporté par les femmes. Ça pour le siècle récent là. Mais nous on parle de l'existence du caftan il y a des siècles. Exactement. Absolument. Donc la preuve, le tarzanta, il existe toujours à Fès. Il y a les ceintures, il y a les babouches. Il y a le shirbil d'Nta, il y a le mdemma d'Nta. Il y a énormément de choses qui se passent toujours à Fès aujourd'hui, qui sont réalisées dans cette ville qui les a vues naître et qui continue à l'élaborer. Oui.
Donc aujourd'hui, on a un dossier qui est défendable. Moi, je trouve qu'on va réussir, Inch'Allah, à l'avoir. On a déposé à l'UNESCO voilà, pour l'inscrire au patrimoine. Exactement. On communique autour, tout le monde, tous les acteurs de la mode marocaine, que ce soit au niveau des journalistes ou Oui. des influenceurs ou des designers. Tout le monde communique autour. On signe des pétitions pour ça. On est en train de défendre notre culture. Mais le caftan, en général, le caftan, on sait qu'il est marocain, qu'il a été élaboré par nos ancêtres et qu'il a été, porté à la mode internationale aujourd'hui par nous en tant que créateurs contemporains. Et donc, voilà, c'est une histoire qui est aujourd'hui claire. Ce qui est génial au Maroc, c'est que même les femmes les plus modestes, qui n'ont pas de moyens, oui. Elle te dit, elle veut une là-bas, elle dit, non, à la main. Il faut que ce soit fait main. Fait main, oui. Exactement. Même quand elle n'a pas les moyens. Tout à fait, parce qu'il y a pour toutes les bourses de toute façon. C'est ça. Il y a pour toutes les bourses et chacun, et comme c'est la culture, et que tous les foyers marocains, ils conçoivent que la femme à la maison, la femme qui est mariée, qui a des enfants, elle doit avoir sa garde-robe de djellaba, de gandoura, de caftan quand on est dans des mariages. On ne peut pas aller en robe de soirée pour les... Exactement. C'est quelque chose qu'on n'a pas difficilement à traduire. Tout à fait. Ou ça te sublime ou ça ne te sublime pas. Une fille, elle peut porter la plus jolie robe soirée, être magnifique et sublime, ça remplace jamais le... Mais c'est la magie du caftan. Moi, je dirais tout, c'est la magie du caftan. C'est le caftan revisité. Tout à fait. Maintenant, tout le monde s'y retrouve. Il faut dire que moi, par exemple, je le revisite toujours parce que j'essaie toujours de le sortir de son cadre, son cliché folklorique, où les coupes étaient un peu trop larges, où aujourd'hui, la femme, elle est beaucoup plus... Toujours elle est plus dynamique d'abord, donc elle a besoin d'avoir un vêtement, un caftan, où elle peut bouger à l'aise, où elle peut être... elle reçoit ses invités, en même temps, elle peut être élégante. Donc, on travaille sur cet aspect-là, au niveau de la coupe, d'utiliser des matériaux et des matières et des tissus assez légers, assez fluides, assez agréables à porter. En même temps, elle montre des formes élégantes et pudiques. Donc, il y a tous ces critères-là qui font du caftan ce qu'il est aujourd'hui. Oui, on va marquer une petite pause pour une rubrique dans l'émission qui s'appelle l'objet. Et on va découvrir l'objet que vous avez ramené avec vous pour le partager avec nous. L'objet. Mariam Boussikou, que je ne connais pas du tout votre objet, je vais le découvrir en même temps que les téléspectateurs. Exactement. Alors voilà, donc l'objet, c'est quelque chose qui a une valeur sentimentale pour moi. Et c'est une ceinture qui appartenait à ma mère, qui a maintenant, cette ceinture, elle doit avoir au moins 45 ans. Wow. C'est en fait une ceinture en argent que j'ai fait plaquer, parce que je voulais l'avoir en doré. Et c'est une ceinture qui est faite, là je l'ai cassée parce que... elle est fragile un petit peu, voilà. Donc, et ça, elle date de... C'est des choses qui étaient faites par des bijoutiers marocains et qui sont faites sur mesure, au fait. Parce qu'après, avant, à son époque, à elle, c'était commandé des choses. On ne trouvait pas des choses faites. C'était des trucs classiques. Mais celle-là, elle est un peu spéciale parce que c'est une espèce de dentelle. Est-ce que je peux voir de face les motifs? Ah oui, c'est très fin. Mais elle est très moderne. Oui, elle est très moderne de l'époque. C'est des chœurs, en fait, c'est des chœurs qui sont assemblés de manière un peu symétrique et sur une espèce de dentelle faite en argent. En fait, c'est de l'argent, là, ça, que j'ai fait rodier parce que je la voulais en doré, je la voulais pour un shooting. D'accord. Et on l'a cassée pendant le shooting parce qu'elle est très fine. Et tout est fait à la main. Tout est fait à la main, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je garde. Elle en avait deux, une qui restait pour ma sœur, qui était aussi moderne, qu'elle portait elle avec ses pantalons et tout. Elle était très, très jolie d'ailleurs. Et celle-là qui était plus pour les caftans. On va peut-être ranger la ceinture parce qu'elle a de la valeur. Si vous voulez la laisser, elle est magnifique. De toute façon, elle décore le plateau, c'est très joli. On peut la laisser, pas de problème. C'est très, très, très beau. Mais alors, on parlait du niveau des stylistes, des designers d'aujourd'hui. C'est des gens cultivés. C'est quoi cette histoire avec la biologie? Parce qu'au départ, vous avez fait des études de biologie. Oui, parce que, vous savez, à l'époque,
quand on a un bac scientifique, mon papa, il voulait absolument que je fasse soit médecine, soit biologie, Classique. soit... Donc, c'est le choix aussi des parents qui poussent un petit peu. Ouais. Bon, j'ai fait le khater et après, j'ai fait pratiquement l'école tous de mes mode. invités artistes Oui, disent parce la que même j'étais chose, toujours parce que c'est ça. portée sur les revues de mode. J'avais ce penchant, au fait, Oui. vers le dessin et vers le... Au fait, quand j'étais petite, je reproduisais toutes les bandes dessinées. Mais c'est surtout pour les on robes, avait les j'imagine. bandes dessinées. Non, les bandes dessinées, Ah oui, vous reproduisez deux pour emblas, le dessin, voilà, pour ah le oui, dessin. Zambla, oui. Donc, je m'amusais à les reprendre. Au fait, Je comprends. je les reprenais et c'était déjà donc... Donc la fibre artistique, Voilà, elle je était me là. rappelle quand j'étais à l'école pour l'entrevue, ils m'ont donné un crayon, ils m'ont dit essayez de dessiner. Ils m'ont dit vous avez le coup de crayon, donc vous Voilà. pouvez faire le... Mais à apprendre dans le design, c'est autre chose. C'est autre chose. Des techniques, Alors, absolument. Voilà, alors après votre formation, en fait, votre premier défilé, vous allez le faire très tôt, alors que vous étiez en école de mode, en 93, corrigez-moi si je me trompe. Oui. D'ailleurs, c'était fait à la fin de la fin d'année. Et j'ai été aidée par mon professeur, d'ailleurs, Sunil Chandiramani, que je salue d'ici, s'il m'écoute. C'est un Indo-Marocain qui était là, qui a fait la formation, qui nous a fait la formation de styliste. Et il nous avait beaucoup aidé dans le défilé. Donc, j'ai fait déjà des vestes avec le M'allem. C'était mon projet de fin d'études. C'était des vestes écuyères. Déjà audacieux. Voilà, des vestes écuyères. C'était le thème équitation, quoi. Oui. Donc, c'est des vestes en gabardine avec des cols en velours noir. Et le rabat de la poche avait fait du tsassab, avec des pompons sur la veste. Et c'est sur cette base-là que je voulais lancer le prêt-à-porter avec le Moroccan Touch, avec la touche marocaine. Au début, j'avais lancé quelque chose comme ça, qui avait duré une année, mais c'était très difficile parce qu'à l'époque, il y avait l'entrée, ça commençait à rentrer au Maroc, les marques, les franchises. Oui. Et donc, c'était un peu difficile. De se faire une place. Au milieu, avec en ces plus, j'avais aussi les enfants de bas âge. Oui. C'était dur un petit peu la confection pour moi, avec des enfants petits et tout. C'est très prenant. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et après, j'ai été donc conseillée par la marque... par la styliste, enfin la directrice artistique de la marque sportive dont je vous ai parlé, qui m'a conseillé d'aller faire. Et c'était quelque chose aussi qui allait bien à ma condition de maman aussi. Oui. Donc de pouvoir gérer mon temps, de travailler. Donc j'avais commencé la couture doucement, parce que c'était pas évident. Les enfants étaient trop petits, donc c'est un peu prenant. Donc... Oui, Mariam Boussikouk, tous les artistes ont des sources d'inspiration. Vous en avez autour de vous, au Maroc, c'est pas ce qui manque. Mais est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous inspirent? Vous avez, vous, un cachet particulier, c'est que vous innovez beaucoup, mais avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, et parce que vous restez fidèle au caftan, mais avec beaucoup d'innovation très subtile. Mais qu'est-ce qui vous inspire le plus? Après, on va parler de vos matériaux de prédilection. Mais ce qui vous inspire le plus? Vous savez, l'inspiration, elle vient pas d'une seule source. Tout dépend de l'instant. Moi, sincèrement, je dépends de mon état, je dépends aussi des tendances actuelles. Vous allez à la recherche de cette inspiration aussi. On suit un peu les tendances, tout à fait. Le cahier de tendance. La mode et puis le passé. La mode, c'est-à-dire que je suis la mode au niveau des couleurs, de la palette de couleurs actuelle, des tendances dans les formes, concernant les formes, c'est comme ça qu'on doit travailler. Et après, bien sûr, comme je fais le caftan, je puise dans la culture. Je crée aussi un caftan pour une femme marocaine, méditerranéenne, qui a une certaine couleur de peau, une certaine couleur de cheveux, une certaine demande aussi. Donc, généralement, il y a une prédilection pour les couleurs vives, chatoyantes. Tout à fait. Donc, on connaît très bien les couleurs qui vont plus au bassin méditerranéen qu'ailleurs. Oui. Donc, je suis les tendances, oui, mais je crée aussi pour les besoins en tenant compte surtout de notre mentalité, de ce que les gens aiment, de ce que les gens veulent aussi. Parce qu'à un moment, vous avez dit quelque chose que j'ai lu, moi, dans une interview, c'est que vous dites que vous auriez aimé, ça vous tente, d'aller plus loin, d'innover plus, mais vous vous dites, est-ce que la société est prête? Est-ce que les mentalités sont prêtes pour accepter des changements plus ou moins, pas radicaux, mais plus audacieux
Tout à pour fait. le caftan. Oui, je l'ai dit dans mon interview. Vous le pensez toujours, récente, oui, je le pense. Parce que, effectivement, les mentalités sont là aujourd'hui. Elles sont plutôt conservatrices pour le caftan. Conservatrices et préservatrices du patrimoine. Donc, aller choquer la toile avec, par exemple, un caftan avec un dos nu, c'est un peu D'ailleurs, délicat. on l'entend souvent, des fois, quand il y a des défilés, on le voit, parce qu'il y a beaucoup de créateurs, on dit, ce que j'entends souvent, en tout cas, nos mères ou ma mère, ما بقاش قفطان هذا. Exactement. Alors que quand on le voit, c'est un caftan. C'est un Mais caftan. je dis, non, c'est un caftan. C'est un Mais on ne va caftan. pas toujours porter les mêmes. Tout à fait. Mais vous savez, vous ne pouvez pas changer la mentalité d'une dame qui a, par exemple, un certain âge et qui a une certaine mentalité qui vient de son époque et venir aujourd'hui lui dire, voilà, on va un petit peu le dénuder plus ou bien oser plus des ça formes va être une jupe et une tunique. Voilà, une tunique. Et là, ce n'est plus un caftan. Oui, c'est vrai, c'est la remarque qu'on a toujours. Après, on vient nous demander, non, on veut le caftan. Il y a aussi une autre chose, c'est au niveau aussi de l'investissement. La personne, quand elle vient pour investir dans un caftan, et c'est vrai qu'on y pense, on se dit, je veux un caftan intemporel. C'est ça. Donc, l'intemporel, c'est de garder le squelette caftan. Le classique. Qui va être valable cette année, dans 4 ans, il est toujours valable, peut-être la couleur ou le travail qui est dessus, mais... Cette création, c'est indémodable. C'est indémodable, voilà. Mais c'est quand même... Là, dans cette création-là, je suis retournée aux années 70. Oui. On avait la bidéia sur le caftan, le col V, il est un peu droit, mais il y a le khrat, il y a le dos et le devant, il y a les pièces qui composent le caftan. Donc, on est dans un caftan avec les fentes anciennes, mais au fait, il y a une touche de modernité dans le travail qui est fait dessus, un peu plus fin, avec une coupe plus près du corps. Donc, c'est surtout ça, le mélange de tissus. C'est ça qui apporte la modernité, c'est utiliser les matériaux d'actualité qui ne sont pas trop lourds, ni trop raides, ni trop... mais le squelette, comme je dis toujours, ça reste parce qu'effectivement, les mentalités... Et je trouve que c'est ces mentalités-là qui ont fait pérenniser le caftan. Quand on revient sur la question, je veux bien le sortir, mais il y a une peur aussi d'aller vers quelque chose qui est très occidentalisé et un petit peu avec le temps, de se perdre la culture. Absolument. Et justement, donc, faut trouver l'équilibre. C'est pas qu'on est freiné. On fait on fait 2 pas en arrière pour pouvoir garder cette hauteur de caftan. C'est ça. C'est surtout ça. C'est ça. Et c'est là la difficulté pour les créateurs, pour nous en tant que créateurs. Donc, il faut pas tomber dans le piège de l'extravagance qui peut aller vers la vulgarité aussi. C'est un exercice très difficile. Très difficile, parce qu'entre être original et vulgaire, vous savez, il y a un trait. Donc, il ne faut pas tomber dans la vulgarité, il ne faut pas tomber dans le too much non plus, dans le trop de détails dans un caftan, trop de... Et puis, comme j'ai toujours dit, la pudeur du caftan est un élément essentiel pour sa pérennité. Sa pudeur, c'est ce qui fait aussi sa majesté. Sa majesté, le fait qu'il soit... D'ailleurs, vous savez, même en notre couture occidentale, les robes les plus belles, c'est des robes longues, des robes élaborées, avec des manches, Donc, elles restent des robes royales. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, on est dans c'est ce qu'on appelle le monacal. Donc, le monacal, c'est ce qui cache tout le corps, comme un moine. On habille, parce qu'il faut habiller la femme. On n'est pas là pour la déshabiller, on est là pour l'habiller surtout. Alors, on sait que, pareil, tous les stylistes, tous les créateurs ont des matières de prédilection. Tout le monde sait que Mariam Boussiko, elle aime la dentelle, ça on le sait, mais pas que. Pourquoi la dentelle? Parce que vous l'intégrez souvent dans vos créations, pas dans toutes, mais... Pas dans toutes, mais j'adore la dentelle parce qu'elle a un aspect féminin, elle a un aspect léger, elle a un aspect transparent, tout en mettant en valeur un travail manuel, parce que la dentelle, elle est faite, normalement à l'origine, les vraies dentelles sont faites à l'aiguille, avec des métiers et tout. C'est pas un travail marocain, c'est de l'importation. Nous, notre dentelle, c'est randa. C'est un travail assez... Mais la dentelle qu'on achète, qu'on importe, bien sûr, parce qu'on ne sommes pas fabricants de ça. Nous sommes fabricants de brocart. Voilà. Alors, on va parler du brocart, justement, parce que là, c'est l'un de vos grands combats.
J'ai peur d'oublier. Ouais. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, un maître du brocart, avec la mastodonte, la machine là, à tisser, il n'y en a plus qu'un. Est-ce qu'il est toujours en vie d'ailleurs? Oui, il est toujours en vie, mais il est fatigué. Il y a ce problème de transmission. Tout à fait. Dire, le programme. Mais malheureusement, les jeunes ne veulent pas aller apprendre ce métier-là. Parce que ça demande beaucoup de patience, parce que ça demande de rester dans un atelier à tisser. Hein, c'est tisser à la main, hein, c'est pas. Ah non, c'est de l'alchimie ce qu'il fait, parce qu'on a tourné un reportage et voilà, on a vu justement cette machine, comment il arrive à démêler les fils. C'est magique. Tout à fait. Donc là, ce qu'il faut peut-être essayer de faire avec les gens qui font. Il faut peut-être utiliser la haute technologie pour pouvoir créer une machine qui peut faire ça. Parce que moi, j'ai vu ça en Italie. J'ai vu qu'ils font ce qu'on appelle, c'est au fait du velours dévoré. C'est un brocart avec du velours, des motifs en velours. Et j'ai vu comment ils le font. C'est une seule personne, mais la machine, elle est moderne. D'accord. La machine de tissage, elle est très moderne, elle n'est pas artisanale. Oui, mais ça reste un mix, on est encore dans oui, mais c'est à la main. Il faut qu'il y ait toujours une personne qui pilote tout ça. Parce que ça prend aussi beaucoup de temps, parce que j'ai vu pour livrer une commande. Tout à fait, mais ça c'est pour aller plus vite. De toute façon, vous savez, l'industrie, elle est en faveur de la mode. Oui. Donc sinon, on ne peut pas rester sur nos... sinon, on va labourer les champs toujours avec les bœufs et pas avec les tracteurs. Donc la mode aussi, c'est ça suit un peu la technologie. Il faut qu'il y ait une innovation. Moi, je dis pour le brocart marocain, on aimerait bien avoir aujourd'hui des machines qui aident à tisser un peu plus rapidement, mais toujours est-il que la technique, elle est pilotée par la main. Absolument. L'innovation pour les tissus, pour les matériaux, mais les cafetons, les robes, ça va rester, c'est de la haute couture toujours à la main. Oui, le montage de l'assemblage du cafetan à la main, il est toujours meilleur qu'avec une machine, parce que d'abord ça se défait difficilement, parce que c'est des points faits à la main, ça prend effectivement plus de temps, mais et ça n'a pas de valeur, ça cheap, voilà, ce qui dure, parce tout à fait, c'est ce qui fait sa valeur. Absolument, il y a des cafetons et des takshita, ceux qui ont été dans le temps, moi je vois chez nos mères, nos tantes, tout à fait. Le tissu, des fois, il se déchire. Mais la sfifa, elle demeure intacte, ou bien les fils de soie, parce qu'on sait des vrais, ils ne bougent pas. Tout à fait. Quand c'est des vrais, la couture, comme le fil est de bonne qualité aussi, le tissu, avec l'air, il peut se détériorer, ça c'est normal, parce que s'il a plus de 60 ans ou il a plus de 100 ans, c'est quand même un tissu qui n'est pas conservé à vide. C'est pour ça que dans les musées, on conserve les vêtements à vide. Oui, sous vide, il y a des conditions sous vide particulières pour les conserver. Et ça, si on le garde chez soi, c'est normal, il peut être... Mais la sifa et la qad et tout ça peuvent perdre un peu de leur couleur, mais ils restent quand même... il persiste dans le temps. Oui, aujourd'hui, le cafeton marocain, il est victime de son succès parce que c'est un très beau vêtement. C'est un beau vêtement. C'est un beau vêtement. Et là, il y a ces risques. On a vu ces affaires qui ont défrayé la chronique dernièrement avec nos voisins, mais pas que. Même des marques, de grandes marques internationales. On a vu dernièrement même avec les babouches. Avec les babouches, les babouches sont déposées. Oui, ils sont déposées. Voilà, donc tout a été retiré. Ils ont fait marche arrière. Exactement. Et puis vous militez pour un label cafeton. Oui. Là, aujourd'hui, le Maroc milite pour le label caftan, qui est normalement spécifique au Maroc. On va attendre, on va voir comment nos voisins vont défendre leur kaftan entre nous qui n'est pas le leur. D'ailleurs, la photo qui a été donnée, c'est une photo marocaine. Et on peut le démontrer par les photos des anciennes familles qui ont gardé les photos de leur grand-mère avec le kaftan parce que le kaftan on le porte pendant les mariages. Automatiquement, c'était quelque chose qui était dans le scénario. Soit un vert, soit un bleu, soit un rouge, et c'était comme ça la tradition. Et donc, c'est des preuves irréfutables, normalement. Donc, oui, il faut. Alors, avant de passer au triptyque, je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important, qui est une de vos spécialités. Vous êtes très connu pour ça, parce que vous innovez beaucoup. C'est en lien avec la ceinture, c'est les ceintures. Et peut-être que c'est lié. On va voir quelques
vous avez beaucoup innové. Là, c'est des pierres peut-être semi-précieuses, c'est Oui, ça? là, c'est une ceinture faite avec des filets de bronze, de métal, faite à la main. Je me suis fait aider par un sculpteur ivoirien qui travaille ici au Maroc, qui fait d'ailleurs de très belles choses. Et j'avais vu qu'il faisait, lui, des bijoux et tout ça. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me faire des ceintures? Voilà, j'ai dessiné les modèles. Et on a pu faire ça. Donc, j'ai pu avoir des pierres semi-précieuses, comme cette ceinture-là, il y a du corail, il y a du nacre là-dedans. Et des fois, je mets des perles ou bien des perles de culture ou de la nacre blanche. Oui. Et ça a été fait. C'est en fait une sorte de dentelle qui est faite à la main. Oui. Et après tout le travail, on la plaque. D'accord. On va voir une deuxième ceinture qui est magnifique. Tout à fait. Aussi. Voilà, celle-là, elle est faite avec des perles et des cristaux je ne vais pas dire la marque, donc des cristaux, et aussi les petites pierres bleues là, c'est des semi-précieuses. Oui, ça change. Voilà, l'amdama, les ceintures en or, ils ont toujours leur valeur, mais là, même dans les amdama, on commence oui, beaucoup. Mais ça, c'est très moderne. Là, c'est du jade. C'est moderne, voilà. Voilà, celle-là, c'est du jade et du cristal. Il y a du cristal de roche, il y a le cristal de roche, c'est le cristal naturel, en fait, et des perles. Parce que la perle, pour nous, en tant que Marocains, c'est une pierre qui est très prestigieuse, qui est très demandée dans nos mariages. Donc voilà, avec la couleur verte, le jade. Pour les mariages dans la région du Nord, où il y a Et j'ai fait ça sur un modèle de dentelle, au fait. Les fils sont tissés en dentelle. Et c'est fait à la main. Donc les pièces ne se ressemblent pas. Parce que c'est fait à la main, c'est pas sur un gabarit ou un moule. Ah oui, c'est ça. Donc qui c'est ça qui fait le charme. Il n'y a pas de symétrie. Mais la spécificité de ce matériau, c'est qu'il est un peu extensible. D'accord. Donc quand on la porte, on est très à l'aise là-dedans. Parce que la matière, on peut même la plier, on peut la... Ah oui. Oui, elle est très... Elle est souple. Elle est souple, voilà. Alors, avant de passer au triptyque, on va voir deux de vos défilés, je crois de 2017 et 2016, dans Kaftan. Ouais. On va voir à quoi ressemblent vos collections, même si les amateurs et les connaisseurs connaissent très bien votre style et votre empreinte. On regarde les défilés de Mariam Boussikouk 2016 et 2017, je crois, Kaftan. ونستمتع وإياكم الآن مشاهدينا بتشكيلة المصممة مريم بوسيكوك. تشكيلة أعطتها عنوان شعاع لأنها اشتغلت على أرضيات أثواب بكل درجات الأبيض الذي يرمز بالنسبة لها للسلام. فالأبيض هو منبع كل الألوان التي تشكل قوس قزح. مريم بوسيكوك اختارت الأثواب المعتادة للقفطان بحال التول والدانتيل والبروكار ديال الحرير، وتفضل أن تبقى وفية للقفطان الأصيل مع بصمة عصرية وجريئة كما عودتنا مريم بوسيكوك. جرأة مدروسة دائما، تظهر في إدراج تقنيات حديثة للتنبات، حيث أدخلت بعض أسس مهن الفن والموضة المتعارف عليها عالمياً على طريقة التنبات التقليدية المغربية، سعياً منها للرفع من حرفية الأنامل الذهبية اللي كتشتغل معها. وكل الألوان تجد لها مكاناً في قطع مريم بوسيكوك من خلال الرسوم والزهور البارزة اللي تخدمت خارج الثوب ثم طبقت عليه بعد ذلك. C'est magnifique, c'est très beau. Alors, justement, tout le défi aujourd'hui, c'est de sortir du kaftan, de sa zone de confort. C'est ce que vous faites, cette génération, puis le mettre à la mode internationale, mais toujours sont déformés, en gardant... Et vous, je crois que vous veillez à ça un peu plus que d'autres. Peut-être. En fait, vous retenez ou non, je me retiens pas. prémédité? Vous savez, ça dépend de la thématique aussi. Ces défilés-là, ils sont travaillés selon une thématique. Oui. Donc, quand on crée une collection et qu'on a un thème préétabli, on est obligé de respecter le thème. Oui. Donc, on ne peut pas faire une collection et faire des caftans. Il faut qu'il y ait un fil conducteur.
Dans une collection, il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut qu'il y ait une palette de couleurs qui est harmonieuse dans toutes les pièces, parce qu'on va voir une collection. Vous savez, on traite un défilé différemment de ce qu'on fait dans nos ateliers. Donc, quand je crée pour une cliente toute seule, c'est différent. Mais une collection de défilés, c'est autre chose. Vous savez, il y a un fil conducteur, par exemple, on va retrouver les mêmes fleurs un peu partout, les ceintures qui vont avoir le même aspect, elles sont différentes, mais c'est ça. C'est ça une ligne. Absolument. Et là, il faut rendre hommage à Kaftan, parce que c'est un événement fait, on le rend hommage, qui a rendu un grand service au Kaftan marocain, et puis qui revient cette année après la période Covid. Tout à fait. Et vous avez une très, 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 très belle mission dans Kaftan de cette année, parce que ce ne sera plus Kaftan, ça va être Kaftan Week, Kaftan Week 2024. Donc ça va durer 4 jours. C'est vrai que c'était... C'était court, 4 jours. Oui, c'était un défilé avant. C'était un show, au fait. C'était un défilé show. C'est quoi la particularité cette année? Parce que vous allez vous occuper d'une catégorie particulière et nouvelle. Les jeunes talents. Qu'on vous a confié, les jeunes talents. Tout à fait. Il y aura un défilé tout seul pour les jeunes talents. Donc il y a une sélection de 8 jeunes talents qui vont faire ce défilé la veille du grand défilé des stylistes confirmés. Voilà, je les accompagne dans leur réalisation, dans les encadrer, parce que l'expérience du défilé haute couture est nouvelle pour eux. Donc il va falloir, et il faut parvenir à avoir quand même un défilé à la hauteur de l'événement. Donc, il leur faut un encadrement de quelqu'un qui est dans le domaine et qui a l'expérience aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai été sollicitée par le groupe Kaftan pour justement... Oui, tout à fait. Je le fais avec un grand plaisir et vraiment, j'en suis très fière. Et je suis très fière qu'ils aient placé leur confiance en moi pour pouvoir diriger cette partie. Oui. Et puis ça vous du défilé. Parce que votre engagement, je vois même pour les artisans, parce qu'à chaque fois, vous faites le maximum pour faire travailler le maximum d'artisans, en fait, de tous les corps de métier. Tout à fait. Parce que sinon, ça va disparaître. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je fais une collection qui va être médiatisée, finalement, je ne fais pas vraiment ce que Mariam Boussikou aurait aimé faire dans sa collection privée. Je comprends. Je fais en sorte de faire travailler ce qu'on appelle les métiers d'art de la mode marocaine, qui sont l'artisan Zouak el-Mallem, Traza, Nbeta, Randa, tous les acteurs, les gens les appellent les petites mains, moi je les appelle les grandes mains. Parce que sans ces personnes-là, un caftan ne peut pas se faire. Je suis créatrice de mode, je vais dessiner, je vais choisir les matériaux, les matières, les pierres, mais s'il n'y a pas ces gens-là pour les faire, parce que c'est un savoir-faire, d'accord, placer une sfifa et des tracens, c'est un savoir-faire. Je veux faire un travail différent et pour chaque travail, dans le métier d'El Mallem, il y a des spécialités. Oui, là, puisque la transmission ne fonctionne plus, puisque les gens veulent faire autre chose, il faut la formation, il faut des écoles pour que ce savoir-faire ne se perde pas. Et là, c'est le rôle des ministères concernés, de la culture, voilà, pour former des jeunes et que ce soit intéressant pour eux comme métier aussi. Absolument, il faut que ce soit attractif. Un métier où ils peuvent vivre de ça, parce qu'on ne peut pas vivre de sa passion. Il c'est clair. Il faut pas le temps passe très vite mentir. Absolument. Il nous reste le triptyque, et il nous reste le chef-d'œuvre, et il nous reste l'association dont on doit parler. Oui, d'accord. Le triptyque. Votre première photo du triptyque Mariam Boussikou, vous avez choisi une photo emblématique, pas n'importe laquelle. La marche verte, pourquoi? Parce que c'est un événement qui m'avait marqué. Je me rappelle, j'avais 9 ans et demi, 10 ans, et j'ai vu ça partir du balcon de la terrasse de chez nous. C'était quelle ville? C'était Casablanca. Et le départ était je me rappelle, de boulevard Moulay Youssef, parce qu'on habitait là-bas. Et donc, ça partait, tous les camions partaient de là-bas. Et donc, c'était impressionnant. Ça m'avait impressionné et marqué. Et après, quand j'ai compris l'enjeu, et aujourd'hui, je sais que cette marche verte est une... comme on dit en arabe, c'est un miracle. Moi, Giza, c'est un miracle qu'on va dans une terre, sur une terre qui était normalement colonisée et que le peuple y aille sans armes, l'adhésion, rien du tout. La confiance, voilà. Aujourd'hui, la foi en la cause. La foi, voilà. Et ça a marché, ça a réussi. Et c'est quand même, c'est resté ancré dans ma tête. C'est quelque chose de... Parce qu'avec le recul, on imaginer que fiers de ça. 350 000 personnes sont parties tout à fait. De leur plein gré. Et ça s'est bien passé. Absolument. Et c'était l'événement. C'est l'événement. Deuxième photo. Ah, c'est un film, c'est
Oui, sur c'est Gabrielle Coco Chanel, Oui. exactement. Ça, c'était un film qu'on avait visualisé à l'école, à l'époque où je Normal. faisais l'école de mode. Et au fait, c'est son personnage qui m'avait touchée, cette femme. Parce qu'elle était pas conformiste, elle n'était pas dans les règles. Elle a sorti la femme de son corset. On ne peut pas créer si on est conformiste. Voilà. Elle a sorti la femme de son corset, elle a fait porter le tailleur homme à la femme. Et c'est comme ça qu'elle a été chapelière au début. Oui. Elle n'était pas créatrice, elle créait des chapeaux. Après, elle a eu une vie toute pleine d'histoires et d'aventures. Bah, il faut être libre Tout pour à être fait. artiste Elle et était créer. très Il faut être libérée libre, par sinon on rapport peut aux pas femmes de créer. son époque. Et c'est comme ça que ça... Et ça me ressemble un peu. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les... Vous avez vous-même eu des tournants dans votre vie Tout à fait. qui vous ont libéré. Oui, où je pensais que c'était pas bien, mais au fait, c'était bien. Ouais. Parce que ça me permettait de connaître un autre aspect de Mariam Boussikouk, un autre aspect de moi-même, de mes compétences, de ma capacité à assumer la vie. Et c'est ça qui est beau. Donc, C'est sortir de sa chrysalide aussi, voilà, de transformer. sa zone de confort. Des fois, c'est la vie qui nous fait sortir de cette zone de confort. Mais finalement, peut-être qu'elle nous fait sortir pour connaître mieux. Absolument. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est Donc moi, quand ça. je revois ce film de Coco Vous Chanel... vous identifiez un peu. Un petit peu, pas dans la même chose, mais Je il y a des grands traits, il y a des choses, il y a des morales en fait, qui sortent et qui sont les mêmes. On change peut-être le contexte. Oui. C'est pas la même vie, c'est pas la même chose, mais sa personnalité aussi ressemble un petit peu à comment moi j'entreprends la vie. Oui. Troisième photo. Ah, c'est le fameux caftan Ta. Oui, tout à fait. Donc, Vous avez choisi ce caftan. J'ai choisi ce caftan parce que, d'abord, le caftan, c'est professionnellement, c'est ma vie professionnelle. Et en plus de ça, ce caftan qui fait aujourd'hui la polémique est quelque chose qui me M'horripile. Tout à fait. Et parce que depuis que j'ai ouvert les yeux, je sais que le caftan est marocain. Donc, j'ai vu toutes mes grandes cousines le porter pendant la fête du aîné de leur mariage. J'ai vu toutes les amies où on était invitées toutes petites dans les mariages. On voyait le qtan Dora ou le henna. Il était, je me rappelle, ou bleu roi, ou rouge bordeaux, ou vert. Donc c'était classique. Et ça date depuis. Et même nos grands-mères, elles les avaient. Donc et aujourd'hui, quand on ressort ça et on se dit, on doit se dire... Ça vous choque. Voilà, ça me choque, ça me chagrine. Oui. Ça me dit, ça va, on est... par exemple, comme si on venait vous voler votre couronne sur votre tête. C'est exactement ça. Donc, raison de plus pour mettre le paquet, pour protéger notre patrimoine, faire le lobbying, faire ce qu'il faut. Pas uniquement celui-là, il va falloir creuser tout le reste maintenant et aller... Voilà. Avant de... Alors, on va dire deux mots sur l'Association nationale des créateurs marocains que vous avez créée avec... Madame Samira Haïdi en tant que cofondatrice, Alors, et les stylistes qui ont adhéré, qui ont cru en cette union qui devait avoir lieu, qui devait se faire surtout après le Covid. On s'est rendu compte qu'on était chacun tout seul. Un petit peu, et que vous voyez vos créations un peu piratées. Et même nous, en tant que designers, on se disait, nous, on fait partie de quel ministère ? On va suivre. Vous savez, vous avez les artistes chanteurs, ils ont leur syndicat. Est-ce que vous avez des cartes ? Oui. C'est bien. Oui. Oui. Et donc, on s'est dit, on va s'unir. On n'est aujourd'hui que 18 qui sont connus tous sur le marché, qui sont là, qui ont beaucoup fait pour la mode. Et donc, on s'est unis dans cette association pour pouvoir structurer le métier un petit peu. Ça prendra du temps parce qu'il n'y a rien au niveau légal et tout ça. Donc on aspire à devenir carrément un ordre des designers. C'est comme les architectes. Pourquoi pas. Et vous préparez votre Fashion Week annuel pour donner de la visibilité. De préparer quelque chose qui va unir tous les designers à leur façon. Oui. Qui ne va nuire. Vous savez, pour qu'un secteur se développe, il faut qu'il y ait plusieurs événements sur le marché. Il faut plusieurs défilés par an. Voilà. Pas que différents, chacun bien, mais il en faut sa beaucoup. façon, chacun parce que ça va ouvrir. Et aujourd'hui, le monde est médiatisé tout seul avec les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une ouverture qui est. On s'est dit, pourquoi pas, on ne fait pas notre événement qui sera propre. Tous les efforts, toutes les initiatives sont les bienvenues. À notre façon, comment nous on voit la mode. Parce que quand on participe à des événements qui sont organisés par d'autres groupes,
ils ont leur vision de la mais mode. pas la Là, vôtre. c'est juste pour dire, voilà la vision du designer Oui. de la mode aujourd'hui. Avant de passer au chef-d'œuvre, même si on a débordé, on va voir, parce qu'on parlait du dossier déposé auprès de l'UNESCO pour reconnaître le caftan comme patrimoine mondial. On va voir une vidéo, justement, d'un défilé du Maroc à l'UNESCO, c'est ça. Donc on regarde à quoi ça ressemble, parce que c'est très joli. On regarde un extrait. Il y a un problème, vous m'avez parlé de quelque chose, c'est que les artisans marocains, c'est comme les fuites des cerveaux, maintenant les artisans marocains sont très sollicités, ils partent ailleurs. Tout à fait. Et ils font, par exemple, on va parler du cas de nos voisins, depuis très longtemps, depuis des années maintenant, il y a des Marocains installés là-bas qui, eux, font le caftan. Donc aujourd'hui, les jeunes de ce pays-là qui ont fait leur caftan chez eux, par le biais du Marocain, ils vont croire que c'est leur caftan. Oui. Voilà, donc c'est nous qui avons fait voyager ce savoir et le donner finalement sur un plateau d'or. Au lieu que tous les gens qui le veulent, ils viennent le chercher au Maroc. Là, la solution, valoriser les artisans pour qu'ils restent. Voilà, pour qu'ils restent ici et celui qui veut le caftan, vrai caftan marocain, il vient le prendre au Maroc. On passe au chef-d'œuvre, dernière rubrique, chef-d'œuvre. Mariam Boussikouk, vous avez choisi 2 livres comme chef-d'œuvre. Le premier livre, on va le découvrir. Je n'ai pas trouvé celui que vous m'avez proposé, La pensée positive. Bon, mais en tout cas, c'est Ibrahim El-Faqih. El-Faqih. Et vous me dites que c'est un livre, que c'est votre livre de chevet, La pensée positive. Oui, tout à fait. Parce qu'on a beaucoup sur le développement personnel, mais celui-là en particulier. En particulier, cet écrivain et professeur universitaire, d'ailleurs à Montréal, il est mort. Non, il est égyptien. Il est égyptien. Il a fait ses livres, ils sont traduits en anglais, en français et en arabe. Donc j'ai eu l'occasion de lire la version française, qui pareil d'ailleurs, j'ai la version arabe aussi. Donc c'est un livre qui aide à comprendre comment on réfléchit, comment on pense et comment est-ce que nos pensées déterminent notre vie. Et ça m'a énormément aidée. Et ce qui m'a réconfortée dans ce livre, c'est que j'ai trouvé déjà que j'avais déjà une façon de réfléchir et de faire la vie, et de pratiquer la vie, qui était déjà mentionnée. Ça m'a aidée, bien sûr, à élaborer autre chose, et à développer autre chose. Oui. Mais déjà, je me suis retrouvée dans ce livre-là. Et je le recommande d'ailleurs. C'est quelque chose qui est... C'est un livre d'ailleurs qui est très connu, qui est très recommandé, mais qui est très bien. Il y a beaucoup de livres dans le même genre. C'est tendance, c'est en vogue. Mais moi, j'ai l'occasion de tomber sur celui-là et qui vous convient. Le deuxième, c'est un livre, c'est un grand classique. Oui, Le Parfum de Patrick Süskind. Pourquoi ce livre qui a été adapté
adapté en film, adapté plusieurs fois. Oui, le film n'est pas pareil que le Non, livre. Voilà, donc il est un peu glauque, il est un peu dark. Oui, C'était bah, pas ça. écoutez, déjà au niveau littéralement parlant, il est très beau. Il est beau. Quand on le lit, moi j'aime bien les histoires qui vont m'intriguer. Et c'est pas monotone. Donc déjà quand on le lit, on a envie de découvrir la suite. Et c'est un livre qui englobe la fiction, le romantisme, Et puis on parle de parfum. On est toujours dans les... Voilà, exactement. Et surtout l'histoire de ce grenouille-là, de ce personnage qui a été retrouvé dans une poubelle de senteurs de poissons pourris et qui devient le nez qui découvre les parfums. Et bien sûr, il a été exploité et tout. On montre aussi ce côté méchant de la vie et tout, qui est réel, qui est au fait réel, surtout à cette époque-là. Et donc, comme quoi on peut être un artiste, au fait. Oui, c'est Jean-Baptiste Grenouille. Exactement. Être un artiste, même si on n'est pas né dans les meilleurs milieux. C'est ça, moi, la morale de ce livre-là. Et donc, ça rejoint le livre de la pensée positive. Tout à fait. Tout est possible, la force du mental. Exactement. Merci beaucoup, Mariam Boussikouk. C'était un moment très passionnant et très agréable qu'on a passé avec vous. Merci beaucoup. On souhaite beaucoup de courage et on souhaite beaucoup de succès pour la Kaftan Week. Oui, Inch'Allah. Et pour les jeunes que vous allez chaperonner. Exactement. Et qui auront un ticket pour 2025. Oui, celui qui lauréat. va gagner, il va participer à 2025 en tant que designer confirmé avec les grands designers. Et ça sera vraiment propulser quelqu'un, comment on dit, une relève. Bah oui, voilà, encore sur les podiums. Voilà, donc, merci beaucoup pour votre engagement, pour votre combat, pour le patrimoine marocain, pour l'artisanat, pour le Kaftan. Merci, madame. Merci de m'avoir reçu. Très honorée. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. À la semaine prochaine.